Bonjour à tous et bienvenue à cette édition spéciale des conversations sur l'arthrite de la Société de l'arthrite, la COVID-19 et vous. Je suis Carl Julien, directeur général de la Société de l'arthrite Division du Québec. Avant de commencer, voici quelques informations de logistique. Il est préférable de suivre ce webinaire sur un ordinateur portable ou de bureau. N'oubliez pas de monter le volume pour bien nous entendre. Si vous n'avez pas accès à un ordinateur en ce moment, vous pouvez écouter le webinaire sur votre téléphone. Composez le numéro de téléphone indiqué dans le courriel de confirmation que vous avez reçu après votre inscription. Une fois que vous aurez composé le numéro de téléphone, vous devrez entrer le numéro d'identification à 9 chiffres du webinaire suivi du dièse. Vous pourrez ensuite vous connecter. Si vous avez une question, cliquez sur le bouton Q et R au bas de l'écran de votre ordinateur, puis entrez votre question. Vous pouvez également l'envoyer par courriel à questions@arthrite.ca. Nous essaierons de répondre au plus grand nombre de questions possibles pendant l'heure que nous passerons ensemble aujourd'hui. Si vous souhaitez discuter avec le modérateur de ce webinaire en ligne, veuillez cliquer sur le bouton de clavardage au bas de l'écran. Vous pouvez fermer cette boîte si vous ne désirez pas voir ces discussions. Maintenant, commençons. La Société de l'arthrite est un organisme de bienfaisance national canadien qui œuvre pour un monde où les gens sont libérés des effets dévastateurs de l'arthrite. Nous remplissons notre mission en finançant la recherche, en défendant la cause auprès des gouvernements et en fournissant en temps opportun des renseignements fondés sur des données probantes pour nous aider à mener une vie de qualité. Au cours des dernières semaines, nous avons reçu beaucoup de courriels et d'appels de Canadiens de partout au pays au sujet de la COVID-19. Même si nous comprenons qu'il s'agit d'une période d'incertitude pour tout le monde à l'échelle de la planète, nous reconnaissons que les personnes vivant avec l'arthrite ont un sentiment d'inquiétude accru et se sentent particulièrement vulnérables en ce moment. Je veux que vous sachiez que nous sommes là pour vous, que nous continuerons d'être là et que nous ferons tout ce que nous pouvons pour vous soutenir alors que nous apprenons à composer avec cette situation inédite tous ensemble. Le webinaire Conversation sur l'arthrite n'est qu'une des formes de soutien que nous vous offrons. Je suis heureux d'accueillir ce soir le Dr Christian Pinault qui s'adressera à nous aujourd'hui. Le Dr Pinault est directeur de la division de rhumatologie à l'Université McGill et de la clinique du lupus et de la vasculite du Centre universitaire de santé McGill. Il possède d'ailleurs une expertise clinique dans le diagnostic et le traitement du lupus et de la vasculite. Ardent défenseur de l'enseignement sur ces maladies, il transmet régulièrement ses connaissances à des étudiants en médecine de tous les niveaux, ainsi qu'à des médecins de famille et à d'autres rhumatologues. Ses travaux de recherche portent eux aussi sur le lupus et la vasculite, et plus particulièrement sur leurs manifestations cardiaques et des facteurs associés à de mauvais résultats cliniques à long terme. Le Dr Pinault nous présentera un bref exposé, après quoi je lui poserai les questions que vous nous faites parvenir ce soir. Accueillons maintenant en ligne le Dr Christian Pinault. Bonjour tout le monde, ça me fait plaisir d'avoir la chance de vous parler ce soir. C'est rare qu'un rhumatologue a la chance de parler à près de 1500 patients. Vous êtes près de 1500, là, vous êtes inscrits aujourd'hui, fait que c'est vraiment fantastique. Ça me fait plaisir parce qu'on va pouvoir échanger de l'information avec vous puis répondre au plus de questions possibles par la suite. Moi, j'ai des petites choses à déclarer avant de commencer. Premièrement, mon barbier il est fermé, tu sais. Fait que je suis vraiment désolé de ma coupe de cheveux affreuse. Mais l'autre avantage de faire le webinaire comme ça à la maison, c'est que j'ai une belle chemise, mais j'ai mes pantalons de pyjama. Fait que tant que la caméra ne descend pas, on est correct. Donc, on va commencer. On va regarder premièrement le plan pour la présentation. Si on peut changer la diapo, s'il vous plaît. Donc, comme aperçu, on va parler un petit peu c'est quoi la COVID-19. On va passer assez brièvement. On regarde tous les nouvelles pas mal de ce temps-là.
On sait un petit peu c'est quoi. Quels sont les symptômes? Comment est-ce qu'on peut arrêter la propagation? Des questions fréquemment posées par la suite par les personnes atteintes de maladies rhumatismales. On va répondre à ça du mieux possible, puis le plus de questions possible. Et ce que vous devriez faire au cours de des prochaines semaines plutôt. Très bien. Fait qu'on va commencer. La prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, c'est quoi un coronavirus? Bien, c'est une des familles de virus. Il y a plusieurs virus qui existent, évidemment. On en connaît quelques-uns. Le virus de la grippe, par exemple. Et le coronavirus, bien, c'est une de ces familles-là. Le coronavirus qui nous affecte présentement, le nom du virus, c'est le SRAS-CoV-2. Ça s'apparente, c'est vraiment dans la même famille que le virus qui a causé l'épidémie de SRAS. C'était le SRAS-CoV-1 en 2000-2001, dans ces années-là. Maintenant, ça c'est le nom du virus, mais la maladie, on l'appelle la COVID-19, donc c'est coronavirus, puis le D c'est pour disease, donc c'est la maladie qu'on appelle comme ça, COVID-19, c'est pour ça qu'on dit la COVID-19. Prochaine diapo. Très bien. Donc, présentement, si on regarde les nouvelles, on parle tous là qu'on est dans une pandémie. C'est quoi une pandémie? Bien, c'est un peu comme une épidémie, mais à échelle internationale et la plupart du temps causée par une nouvelle maladie. Pourquoi c'est important, une nouvelle maladie? Bien, c'est juste que quand c'est une nouvelle maladie, personne n'a d'immunité à cette maladie-là. Et donc, il y a des risques de propagation beaucoup plus élevés. Personne n'est protégé par leur système immunitaire. On ne l'a jamais vu, la bébite. C'est un petit peu ça qui arrive. Il n'y a pas vraiment de critères précis pour dire quand c'est une pandémie ou non, mais vraiment dans ce cas-ci, avec le nombre de cas affectés et le fait que ça se propage vraiment internationalement dans tous les pays, je pense qu'il y a très peu de gens qui seraient contre d'appeler ça une pandémie. Là. Je pense que c'est pas mal clair à ce niveau-ci. Prochaine diapo. Donc, ici, on a, évidemment, j'ai oublié de donner comme déclaration au début que toute l'information, je vais vous dire, c'était vrai à 18h59 avant que je commence. Puis, ça se peut que ce n'est pas vrai présentement quand on se parle. La raison je vous dis ça, c'est que vraiment, ces informations-là évoluent de minute en minute, d'heure en heure. Et il y a des nouvelles façons de voir les choses, il y a des nouvelles données. Donc, évidemment, si vous regardez ça dans 3 jours, dans une semaine, c'est possible qu'il y a des choses que je vous dis aujourd'hui qui ne seront plus vraies ou qui auront changé. Donc, ça, il faut garder ça en tête un petit peu. Ici, par exemple, c'est une diapo du nombre de cas touchés par le coronavirus. Bien évidemment, ce nombre de cas-là est très différent là, à chaque jour. Ça change énormément. Mais ça vous donne quand même une idée, là, si vous regardez l'évolution au cours des premiers mois. Il y a eu quand même une grosse montée de cas assez rapidement vers la fin de ce graphique-là. On voit quand même qu'il y a des gens en bleu qui ont récupéré, mais il y a des gens, malheureusement, qui n'ont pas récupéré et qui sont morts. Le taux de mortalité, c'est quand même pas aussi haut que ce qu'on verrait dans plusieurs de nos maladies, mais d'un autre côté, ça touche tellement un grand nombre de gens que même si la proportion de gens qui en meurent est autour de 2 à 4 bien, quand il y a des millions de personnes qui l'attrapent, évidemment, ça fait beaucoup de gens qui décèdent. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important de prendre toutes les précautions possibles pour se protéger à ce niveau-là. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, comment le virus se propage-t-il? Bien, le virus, chaque virus a un petit peu sa propre façon de se propager. Ici, quand on parle du coronavirus, d'un virus respiratoire, donc un petit peu comme le virus de l'influenza, hein, la fameuse grippe.
Donc, c'est assez semblable à ça comme propagation. C'est un virus qui se propage surtout par ce qu'on appelle les gouttelettes. Donc, quand on parle, les gouttelettes de salive qui pourraient aller dans l'air, pas dans l'air, mais qui pourraient voler là, devant nous quand on postillonne, pourrait, là, si quelqu'un est près de nous, la gouttelette pourrait se rendre jusqu'à cette personne-là, aller sur ses mains, aller sur son visage. Puis là, si ces gouttelettes-là qui contiennent le virus entraient dans la bouche, dans le nez, bien, ça pourrait causer l'infection. Évidemment, si on va puis on se touche le visage, on s'essuie le nez avec notre main, puis on ne se lave pas les mains, puis là, on donne la main à quelqu'un, bien, il y a des chances que le virus passe à la main de l'autre personne. Puis là, l'autre personne va se gratter le nez aussi, puis là, il attrape le virus comme ça. Donc, c'est vraiment ça la façon de propager. Une autre façon de propager qu'on parle des fois dans les virus, c'est une propagation par aérosol. Ça, c'est quand le virus peut flotter dans l'air. Bien, il ne semble pas que ce soit vraiment le cas avec le coronavirus, sauf dans des circonstances très particulières. Par exemple, quand on fait des procédures médicales très particulières, si on intube quelqu'un, un dentiste qui serait dans la bouche puis qui utiliserait sa fraise là, pour faire des procédures, bien, ça pourrait faire volatiliser du virus à ce moment-là. Mais quand vous voyez quelqu'un dans la rue, quand vous voyez quelqu'un à l'épicerie, mais ce n'est pas le cas. Ça ne voyage pas dans l'air comme ça. Donc, le meilleur moyen vraiment de stopper la maladie, c'est d'empêcher ce contact-là avec les gouttelettes. Donc, en se tenant, ce qu'on dit, là, le premier ministre Legault nous le répète à chaque jour, en se tenant à 2 mètres ou plus de la personne, des autres personnes, bien, il y a très peu de chances que ces gouttelettes-là viennent sur nous. Et si on ne leur serre pas la main, si on ne touche pas exactement, bien là, il y a très peu de chances. Évidemment, les gouttelettes pourraient, en théorie, aller sur des surfaces. Donc, évidemment, si vous allez quelque part puis vous éternuez sur une surface, sur une rampe, puis là, la prochaine personne bien, met sa main sur la rampe, bien, il y a des chances qu'on passe les gouttelettes. Donc, c'est pour ça qu'il faut tousser dans son coude, c'est pour ça qu'il faut essayer d'éternuer dans son coude, pas que ça se propage partout. Et c'est pour ça qu'il faut se laver les mains régulièrement quand on touche les choses. Maintenant, évidemment, on se fie un petit peu à la conscience sociale pour que les gens qui toussent et qui éternuent restent à la maison pour pas qu'ils propagent le virus, là. Donc, ça, c'est le gros bon sens, là. Mais ça peut quand même toujours arriver qu'il y en ait. Donc, c'est important d'être prudent et se laver les mains. Donc, distanciation avec les autres, se laver les mains régulièrement, rester à la maison le plus possible. C'est les messages qu'on entend régulièrement. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, juste comme saluer, par exemple, évidemment, on ne va pas se serrer la main, on trouve d'autres façons. Donc, moi, je suis un petit peu un nerd qui écoute Star Trek, donc moi, je fais comme Spock d'habitude, avec le salut de Spock. Mais c'est ça, finalement, on n'a pas besoin de se toucher puis de se serrer la main. C'est vraiment quelque chose d'important pour ne pas propager le virus. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Le lavage de main, très important, avec du savon régulier, du savon à vaisselle, n'importe quel savon, on se lave les mains, on se frotte pendant 20 secondes, on rince comme il faut, puis ça devrait vraiment faire l'affaire. Ça détruit le virus complètement. Il y a certains liquides, comme par exemple le Purell, pas pour donner de brand, là, mais le Purell ou d'autres liquides comme ça. Dans les hôpitaux, nous, on a des liquides à base d'alcool et d'autres substances qui tuent vraiment le virus. Donc, ça peut être efficace aussi. Et il existe aussi des lingettes avec ces tissus-là pour nettoyer les surfaces. Donc, nous, à l'hôpital, on nettoie toutes les surfaces plusieurs fois par jour, les ordinateurs, les claviers, etc. Donc, c'est des choses qui peuvent être faites. Évidemment, si vous êtes seul dans votre maison puis que personne ne vient, mais là, vous n'avez pas besoin de nettoyer vos surfaces nécessairement, là. Mais si vous êtes plusieurs dans la maison puis qu'il y en a qui sortent dehors, mais ce n'est pas une mauvaise idée nécessairement. Ça pourrait être utile. Prochaine diapo, s'il vous plaît.
Donc, l'histoire des masques, on entend beaucoup parler de ça dans les médias, etc. Écoutez, il y a beaucoup d'études qui sont faites avec d'autres virus. Il n'y a pas beaucoup d'études avec le coronavirus, mais il n'y a pas vraiment de raison de penser que c'est très différent de d'autres types de virus respiratoires. Comme la propagation est par gouttelettes, ben vraiment être à une certaine distance puis pas avoir de contact physique, c'est quasiment meilleur qu'un masque dans le fond. Parce que le masque, le problème, c'est que les gens qui portent des masques, ils pensent qu'ils sont corrects, mais là, ils vont aller se gratter le nez, puis là, ils vont toucher à des affaires, puis ils vont moins se laver les mains. Puis finalement, ce qui va arriver, c'est qu'en fin de compte, ils vont quand même attraper le virus. Donc, en termes d'utilisation d'un masque pour se protéger là, contre le virus, c'est prouvé que ça ne marche pas très bien. Là où il peut avoir une utilité, c'est si quelqu'un a une infection, est infecté, a le coronavirus ou pense peut-être l'avoir. À ce moment-là, porter le masque pourrait empêcher qu'ils envoient sa salive et ses affaires sur les autres. Mais encore une fois, il ne faut pas qu'ils se touchent le visage, il faut se laver les mains, etc., etc. Juste le masque ne va pas faire l'affaire nécessairement à 100 %. Donc, dans les hôpitaux, souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est il y a quand même quelques patients qui viennent encore me voir parce qu'ils ont des problèmes médicaux, rhumatologiques là, très sérieux. On voit juste maintenant en rendez-vous à l'hôpital, on voit juste les urgences, là, où les gens très, très malades qui ont vraiment, on ne peut pas faire autrement. Donc, s'ils n'ont pas de symptômes, présentement à notre hôpital, le patient ne porte pas de masque et on ne porte pas de masque. Mais s'il y a un patient avec des symptômes qui est présumé, avec de la fièvre, etc., mais là, on s'assure que les patients portent des masques. Donc, c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Mais pour porter des masques dans le grand public, ce n'est pas vraiment une stratégie qui aide. C'est bien préférable que les gens qui ont des symptômes restent à la maison, puis qu'on se distance, puis qu'on se lave les mains. Toujours les mêmes messages, là, dans le fond. Prochaine diapo. Donc, il y en a plusieurs sortes de masques, encore une fois. Les fameux masques N95, bien, ça, c'est les masques qui protègent contre les choses qui sont en aérosol, qui flottent dans l'air. Comme ce virus-là n'est pas en aérosol, bien, dans le fond, ce n'est pas vraiment nécessaire de porter ce type de masque-là, sauf si on est dans une situation où il y a des aérosols de produits, encore une fois, les procédures, comme je vous parlais, spéciales. Là. Sinon, le masque régulier bloque la salive puis empêche la propagation. Donc, c'est un petit peu les deux types de masques qu'on utilise dans les hôpitaux présentement. Prochaine diapo. Bon, c'est un petit peu un résumé là, de ce qu'on a fait. C'est des recommandations ici de l'Association médicale canadienne. Vous pouvez aller sur les différents sites web de l'Association médicale canadienne, du Collège des médecins, du gouvernement du Québec. Il y a un très bon site web là, du gouvernement du Québec qui donne toutes les informations sur ce qui arrive présentement avec le coronavirus, puis qui donne beaucoup d'informations sur quoi faire, les symptômes, etc. Donc, je vous invite à aller voir ça si vous voulez plus d'informations. Comme je vous dis, les informations changent régulièrement, donc c'est une bonne idée d'aller jeter un petit coup d'œil de temps en temps. Prochaine diapo. Ça ici, c'est par exemple un site web du gouvernement du Canada. C'est un espèce d'instrument web qui a été conçu pour que vous puissiez évaluer votre risque de présentement avoir le coronavirus. Donc, ça vous pose des questions sur votre âge, sur si vous avez été en contact, si vous avez des symptômes, quels symptômes. Puis, à la fin, quand vous avez fini de remplir ça, bien, ils vous disent, bien, c'est possible, ou bien ils vous disent, ah non, non, c'est pas ça. Donc, ça peut être utile si vous ne savez pas trop quoi faire. En général, bien, c'est pas trop compliqué. Si on a présentement, là, pas mal au Québec, on a la transmission a commencé à se faire entre les gens ici. Ce n'est pas juste des gens qui reviennent de voyage.
Donc, moi, je considère que n'importe qui présentement au Québec ou au monde qui commence à avoir des symptômes, c'est possible que ce soit la COVID-19. C'est quand même possible. Donc, à ce moment-là, bien, évidemment, il y a un numéro sans frais. On peut changer de diapo, s'il vous plaît. Il y a un numéro sans frais du gouvernement du Québec qu'on peut appeler, qu'on voit ici, le 1-877-644-4545. Puis là, les gens peuvent vous conseiller à savoir si ce serait préférable d'être traité ou non. Okay? Donc, vous pouvez utiliser l'outil web du gouvernement du Canada si vous voulez. Vous pouvez parler aux gens de Santé Québec là, à ce numéro-là sans frais. Dans le reste du Canada, c'est le 311. Je sais qu'avant, il y avait le 811, mais présentement, là, c'est la ligne 1-877-644-4545 qu'il faut appeler. Maintenant, évidemment, si vous êtes malade, si vous avez beaucoup de difficultés à respirer, bien, attendez pas d'appeler à ces places-là. Rendez-vous à l'urgence, rendez-vous à l'hôpital. Ce n'est pas parce qu'il y a une pandémie à la COVID-19 présentement qu'on arrête de traiter les gens dans les hôpitaux. Si quelqu'un fait une crise cardiaque, il faut qu'il aille à l'hôpital. Puis si quelqu'un a de la misère à respirer puis se sent très malade, bien, il faut aller à l'hôpital aussi. Puis là, rendu là, on s'occupe de vous, puis on décide là qu'est-ce qu'il faut faire. Puis si vous avez des symptômes, bien, on va vous tester pour la COVID-19, puis on va faire ce qu'il faut pour vous traiter. Donc, il faut quand même garder ça en tête. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Mais la chose principale, c'est vraiment de rester isolé le plus possible, surtout si vous avez des symptômes d'infection respiratoire. Il y a un peu de données qui sortent. Évidemment, cette infection-là, ça a commencé en Chine. Ensuite, on a vu un petit peu la propagation en Europe, en Italie, etc. Donc, avec tout ça, on regarde un peu les statistiques pour essayer de comprendre un peu ça va être quoi le résultat de cette pandémie-là. On essaie de prédire un peu ce qui peut arriver. Donc, au niveau du nombre de patients qui meurent à cause du virus, bien évidemment, la grippe qu'on a quasiment à chaque année, puis je vous recommande encore à chaque année de prendre votre vaccin pour la grippe, c'est très important. Donc, il y a quand même 0,1 % des gens qui meurent. Puis, ce n'est pas rare qu'il y a des centaines de milliers de personnes autour du monde qui attrapent la grippe. Donc, il y a à chaque année des dizaines de milliers de morts à cause de la grippe. C'est encore vrai même cette année. La COVID-19, elle, on est moins sûr encore du pourcentage de gens qui en meurent parce que c'est récent, mais ça semble être un peu plus élevé que ce qui est vu avec la grippe. On parle, dépendant des pays, là, de 0,7 à 4 %. Nous, au Québec, on voit les statistiques un peu. On est plus vers les chiffres bas, donc plus vers le 0,7 %. Mais évidemment, il faut voir comment les choses vont se développer dans les prochaines semaines ou même prochains mois. En termes de traitement, bien, comme la plupart des virus, on n'a pas énormément de traitement. Les antibiotiques qu'on a, ça, c'est des traitements pour les bactéries, ça n'agit pas sur les virus. On a quelques médicaments antiviraux, donc contre les virus. Il y en a un pour la grippe, par exemple, qu'on peut utiliser, qui diminue la durée là, de maladie de l'influenza, de la grippe. Mais pour ce qui est de la coronavirus, en ce moment, il n'y a pas encore de traitement 100% prouvé. Vous comprendrez que c'est difficile avec la rapidité de ce qui est arrivé. C'est difficile de faire des études à grande échelle, de faire passer ça par les comités d'éthique. Évidemment, toute la recherche, c'est quelque chose qui prend du temps. Puis une fois qu'on a les résultats, bien, il faut présenter ça à Santé Canada, au FDA aux États-Unis. Il faut que ça passe par les comités, etc. Mais d'un autre côté, on est quand même dans une situation de crise. On a une maladie qui n'a pas de traitement et à cause de laquelle il y a beaucoup de gens qui meurent. Donc, dans une situation de crise comme ça, des fois, on n'a pas le choix d'utiliser des médicaments pour lesquels il n'y a pas énormément de données et d'études.
on n'a comme pas le choix. Certains des médicaments qui ont été essayés, on voit ici, il y a des antiviraux. Là, les deux premières lignes, c'est des antiviraux. La troisième ligne, l'hydroxychloroquine et la chloroquine. Donc ça, il y a eu beaucoup de questions sur ça, puis je vais en parler avec en plus de détails parce que ça implique beaucoup, ça vous implique beaucoup, ça implique beaucoup mes patients. Ensuite, il y a d'autres médicaments, les inhibiteurs des JAK, qu'on utilise déjà là, pour l'arthrite rhumatoïde, inhibiteurs d'IL-6, même chose. Donc, plusieurs médicaments là, qui sont tentés pour essayer d'aider. Prochaine slide. Donc, OK, on va revenir un petit peu là, à la chloroquine et l'hydroxychloroquine. Maintenant, juste une slide pour vous dire quoi faire si vous devez consulter votre médecin à cause de votre maladie auto-immunitaire, votre arthrite, etc. Bien, je peux juste vous dire un petit peu, moi, qu'est-ce que je fais comme directeur de département à l'Université McGill. J'ai recommandé, on a dû à tous les rhumatologues du département de canceller tous les rendez-vous présentement au cabinet à l'hôpital, de faire des appels téléphoniques, faire des visites par téléphone ou par plateforme informatique avec les patients, surtout les patients qui sont plus malades ou qui ne sont pas bien. Quand mes secrétaires appellent pour canceller et demandent à nos patients est-ce que ça va, est-ce qu'il y a quelque chose présentement d'urgent. Et évidemment, si ma secrétaire ou notre infirmière qui travaille au département, ou si moi, quand je parle aux patients dans les visites, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui doit vraiment être vu, qu'on ne peut pas faire par téléphone, bien, ces quelques patients-là, je dois les voir, puis ils viennent me voir à l'hôpital. La raison qu'on fait ça, bien évidemment, si vous venez nous voir à l'hôpital, il y a plus de monde qui ont le virus à l'hôpital. Hein? Donc, évidemment, on prend toutes les précautions, comme je vous disais, mais le risque est quand même un peu plus élevé. Donc, si on est capable de régler ça par téléphone, puis ça va quand même assez bien, bien, on est aussi bien de vous sauver ce risque-là, puis que vous soyez à la maison, etc. Donc, c'est un petit peu ça. Mais comme je disais, évidemment, s'il y a quelque chose d'urgent, si ça ne va pas bien, bien, on appelle, on essaie de parler au médecin. Puis sinon, si ça ne va vraiment pas bien, on peut encore aller à l'urgence. Ça va toujours rester vrai. Je voudrais quand même que vous compreniez que tous les médecins de l'hôpital présentement travaillent très fort pour réorganiser l'hôpital et pour déjà voir beaucoup de patients qui ont la COVID-19. On a plusieurs étages dans l'hôpital où il y a juste des patients avec COVID-19. Tous les rhumatologues dans mon département travaillent présentement sur les étages à soigner ces patients-là jour et nuit. Donc, c'est évident que c'est plus difficile pour nous de retourner les appels si ça ne va pas bien. Notre infirmière est quand même là. S'il y a quelque chose de vraiment urgent, il y a une personne de garde, etc. Mais juste pour demander, s'il vous plaît, d'être patient parce que c'est une charge de travail incroyable qu'on vit présentement. Prochaine diapo. Il y a eu des discussions sur les AINS comme l'ibuprofène. Il y a eu même, je pense que c'était en France, où ils avaient décidé où ils avaient dit aux gens de ne pas prendre l'ibuprofène parce que ça pourrait empirer l'infection au coronavirus. En fait, en rétrospect, après l'analyse de plus de données de patients, il ne semble pas qu'il y ait vraiment d'effets négatifs sur l'infection à la coronavirus. Maintenant, tout est une affaire de pour et contre, tout est une affaire de risque. Moi, je vous dirais comme conseil, si vous avez besoin de vos AINS, que si vous ne les prenez pas, vous allez être vraiment pas bien, vous allez vous ramasser à l'urgence, mais vous êtes beaucoup mieux d'y prendre, là, puis d'être bien. D'un autre côté, si vous ne les prenez pas, puis ça va quand même assez bien, vous n'avez pas besoin tant que ça,
ben, même si on ne pense pas que ça agit sur le virus négativement, que ça vous met plus à risque, si vous n'en avez pas besoin, mais peut-être vous êtes mieux d'essayer de les ralentir puis de les arrêter ou d'en prendre moins. Donc ça, c'est vraiment individuel à chaque personne. Je ne pense pas qu'il faut s'inquiéter des AINS, mais le message, c'est juste que si vous n'en avez pas besoin, ben peut-être que ce n'est pas une mauvaise idée de les réduire ou de les arrêter. Prochaine diapo. Donc, beaucoup de questions, beaucoup de choses dans les médias, sur les réseaux sociaux au niveau de l'hydroxychloroquine. Ce qui arrive, c'est qu'il y a eu quelques études de fait, surtout une étude en France, qui a démontré que l'hydroxychloroquine, ça c'est le Plaquenil que plusieurs de nos patients utilisent, avait un effet sur pour traiter la COVID-19. Ça a été démontré, premièrement, juste en faisant des études qu'on appelle in vitro, là, des études juste dans les tubes. On a montré que l'hydroxychloroquine diminuait la réplication du virus. Et il y a eu une étude française aussi, prochaine diapo, s'il vous plaît. Une étude française qui a montré que les patients qui prenaient l'hydroxychloroquine avaient une meilleure chance de survie, vraiment. Donc, c'est quand même une étude avec peu de patients. Il y avait 36 patients, je pense, mais les résultats étaient quand même pas mal encourageants. Puis, évidemment, comme je vous disais, comme il n'y a pas d'autres traitements prouvés, mais ça semble en ce moment être probablement le traitement le plus prometteur pour essayer de diminuer les conséquences de cette pandémie-là. Prochaine diapo. Donc, ce qui arrive, c'est que pour plusieurs de nos patients, leur pharmacien leur a dit qu'il ne leur donnera pas leur hydroxychloroquine. Puis évidemment, je comprends qu'il y a beaucoup de gens qui ont été surpris par ça. Parce que ça n'avait pas été vraiment annoncé beaucoup à l'avance. Ce qui est arrivé, c'est que l'organisme québécois qui régit tous les médicaments, qui s'appelle l'INES, donc ça, c'est l'espèce d'organisme provincial, ils ont élaboré ce qu'on appelle une ordonnance collective qui donne le droit, ou même pas qui donne le droit, mais qui oblige les pharmaciens à travers le Québec à contrôler la quantité d'hydroxychloroquine qui est donnée aux patients. Donc, elle a dit que depuis le 27 mars, les seuls patients qui pourront avoir leur Plaquenil à la pharmacie sont dans une de 4 catégories. Les patients qui ont un diagnostic de lupus, les patients qui sont en grossesse, les enfants ou adolescents avec un diagnostic d'arthrite juvénile idiopathique, ou s'il y a une ordonnance du médecin traitant ou du médecin de famille qui dit que le patient ne peut pas arrêter son Plaquenil. Maintenant, pourquoi ces 4 catégories-là ont été choisies? Bien, dans le cas du lupus, vraiment, l'hydroxychloroquine a été prouvé que ça diminue la mortalité. Si on arrête le Plaquenil avec un diagnostic de lupus, il y a beaucoup de chances que le lupus se réactive et ça peut même conduire à des conséquences sérieuses au niveau du dommage des organes et au niveau de la mortalité. C'est vraiment dans le lupus que le Plaquenil agit le mieux. C'est dans ça qui est le plus efficace, qui apporte un effet bénéfique maximum. En grossesse, pourquoi? Mais les gens qui prennent, surtout pour les patients lupiques, mais possiblement dans d'autres maladies rhumatismales, pendant la grossesse, le Plaquenil diminue le risque d'avoir des événements négatifs comme une fausse couche, etc., etc. Seulement pour les patients avec maladies rhumatismales. Donc, ça va aller contrôler le système immunitaire puis empêcher qu'il y ait une attaque sur le fœtus, le placenta, etc. Donc, ici encore, c'est une question vraiment de conséquences vraiment sérieuses si on l'arrête.
Les enfants avec arthrite idiopathique, juvénile idiopathique, c'est un peu la même chose. C'est un médicament que si on arrête chez ces patients-là, il y a des conséquences sérieuses comme dommages, augmentation de la mortalité, etc. Et finalement, l'ordonnance du médecin, évidemment, votre médecin peut regarder puis voir est-ce que chez un patient donné, est-ce qu'il y a vraiment un problème à arrêter le Plaquenil ou non. Puis ça, c'est à chaque médecin de regarder ça. Moi, la façon dont je regarde ça, c'est si j'ai un patient, par exemple, donner un exemple avec de l'arthrite rhumatoïde, mais que le patient est déjà sur un autre médicament comme méthotrexate ou sur un biologique, à ce moment-là, l'effet du Plaquenil est probablement assez minime comparé aux bienfaits du méthotrexate et des autres médicaments. Donc, arrêter le Plaquenil n'aura pas de conséquences terribles. Prochaine diapo. On m'envoie des petits textes là, de questions, puis ça, là, je m'excuse de regarder ça. Bon, OK. Donc, que faire? Pour ceux et celles qui devront arrêter le Plaquenil, quelles pourraient être les conséquences physiques ou autres? Donc, pour la plupart des patients, il n'y aura pas de conséquences physiques significatives d'arrêter le Plaquenil. Le Plaquenil, c'est une molécule à très longue action. Ça prend 3 à 6 mois à fonctionner quand on le commence. Puis, si on l'arrête, ça prend 3 à 6 mois avant que ça l'arrête de fonctionner. Donc, c'est sûr que pour 3 à 6 mois, il ne devrait rien se passer du tout. Maintenant, après cette période-là, si on l'arrêtait plus longtemps, ce serait quand même possible que certains des symptômes reviennent. Et dépendant du diagnostic, ça peut être plus ou moins une mauvaise idée de le garder arrêté plus longtemps que ça. Prochaine question. J'ai une certaine quantité de Plaquenil en ma possession en ce moment. Devrais-je modifier mon plan de traitement pour en avoir plus longtemps? Donc, admettons, on vous a prescrit d'en prendre 2 par jour. Est-ce que vous devriez en prendre 1 par jour? On est en train de faire une étude qu'on avait commencée avant toute la COVID-19 et tout ça, à savoir si une dose plus faible était efficace pour le lupus. On n'a pas de données sur ça présentement. Fait que je ne pourrais pas vous le dire pour le lupus ou l'arthrite ou quoi que ce soit. Si on parlait sans avoir de données, juste comme ça, c'est quoi que je pense? Je pense que ce n'est peut-être pas une mauvaise idée. Je trouve que ce serait quand même raisonnable de prendre un comprimé par jour au lieu de 2. Ça durerait plus longtemps. D'un autre côté, je ne peux pas vous garantir vraiment que ça fonctionne. Et il n'est pas dit là, la quantité de Plaquenil, que ça va être un problème pour très longtemps. En fait, ce qu'on me dit récemment avec une réunion avec l'INES aujourd'hui, c'est qu'ils ne prévoient pas que ça dure plus que 6 semaines, le problème de quantité de Plaquenil disponible. Donc, en théorie, ça ne devrait pas être un gros problème. Quelles sont les options de rechange pour éviter ou amoindrir les conséquences? Il n'y a pas vraiment de médicaments de rechange. Je veux dire, si vous faites de l'arthrite rhumatoïde puis que vous êtes juste sur le Plaquenil, puis que vous êtes obligé de l'arrêter, j'imagine qu'on pourrait commencer d'autres choses, comme du méthotrexate. Mais c'est quand même pas évident à faire ça. Vous ne pourriez pas faire ça de vous-même. Votre pharmacien ne pourrait pas faire ça. Ce serait vraiment d'en parler à votre rhumatologue à ce moment-là. Si vous êtes sur plusieurs médicaments pour l'arthrite déjà, puis vous arrêtez le Plaquenil, probablement qu'il n'y a pas besoin d'ajouter d'autres choses à ce moment-là. Mais si vous êtes juste sur le Plaquenil puis rien d'autre, puis qu'on vous l'arrête, là, ce serait bon de parler à votre rhumatologue. Prochaine diapo. Est-ce que je suis plus à risque en raison de ma maladie auto-immune ou parce que je suis immunodéficient? Donc, en fait, avoir une maladie auto-immune comme telle n'augmente pas le risque d'infection en général. Donc ça, je n'ai pas l'impression
que ça augmenterait votre risque. D'un autre côté, être sur des immunosuppresseurs, bien ça, oui, on sait que ça augmente un peu le risque d'infection. Donc, il faut quand même garder ça en tête. Il y a quand même un petit risque associé avec ça. Est-ce que c'est mieux d'arrêter les médicaments qui abaissent votre système immunitaire à ce moment-là? Bien, on ne pense pas. C'est le risque, c'est quand même, ça veut dire que vous avez peut-être un petit peu plus de chances de l'attraper si le virus passe près de vous que quelqu'un qui n'est pas sur ces médicaments-là. Mais d'un autre côté, si vous restez à la maison puis vous prenez toutes les précautions, à ce moment-là, ça ne devrait pas être un problème. Donc, moi, ce que je vous dirais, ce serait de ne pas arrêter les médicaments parce que là, votre maladie va s'activer, puis vous allez vous rendre à l'urgence ou à l'hôpital, puis là, vous êtes plus à risque. Donc, vous êtes mieux de continuer votre médication, mais d'utiliser les conseils qu'on vous donne, de rester à la maison, puis de bien se laver les mains, etc., pour minimiser le risque d'infection au maximum. Prochaine diapo. Donc, j'ai déjà répondu à ça. Arrêter la thérapie ou non. Donc, non, je ne pense pas que ça, c'est vraiment une bonne idée si vous n'avez pas l'infection. Évidemment, là, si vous êtes diagnostiqué avec la COVID-19, là, ça change tout. Là, à ce moment-là, nos patients, quand ils attrapent une infection sévère, en général, on leur dit de nous appeler, de discuter avec nous pour savoir quoi faire avec les médicaments immunosuppresseurs. Puis souvent, on va faire un arrêt temporaire de certains ou même des fois tous les médicaments, dépendant de la gravité de l'infection. Donc, s'il y avait un patient, par exemple, avec immunosuppresseur qui avait des symptômes légers, bien, on l'arrêterait temporairement. Ou peut-être pas tous les médicaments non plus, mais si quelqu'un était très malade aux soins intensifs, c'est certain qu'on arrêterait tout. Donc, c'est un petit peu du cas par cas, encore une fois, d'en discuter avec votre médecin et de prendre la décision ensemble. C'est la même chose un peu avec les médicaments biologiques, les anti-TNF, etc. On ne suggère pas de les arrêter. Par contre, si quelqu'un est diagnostiqué avec une infection, à ce moment-là, habituellement, on va les arrêter. Prochaine diapo. Donc, ça, c'est juste pour vous dire qu'on fait des études pour voir comment la COVID-19 affecte nos patients. C'est un effort international où les patients avec maladies auto-immunitaires rhumatologiques, on prend de l'information à l'intérieur d'un protocole de recherche. Puis c'est vraiment juste de prendre de l'information pour voir comment ça va, qu'est-ce qui est arrivé, est-ce que le patient était sur tel ou tel médicament. Puis, on espère avec ça, avec le temps, d'avoir plus de réponses ou des meilleures réponses à toutes ces questions-là. Je pense que c'est vraiment avec la recherche qu'on peut donner des vraies réponses éclairées. Ça, c'est votre rhumatologue là, qui s'occupe de ça, qui entre les données et tout. Prochaine diapo. Donc, qu'est-ce que vous devriez faire pendant que vous êtes à la maison? Bien, moi, je suggérais le plus possible à tout le monde, enfin à toute la population québécoise, mais surtout si vous prenez des immunosuppresseurs, bien, essayez le plus possible de rester à la maison, de travailler à la maison si vous pouvez. Évidemment, si vous êtes un travailleur de première ligne, vous devez aller à l'extérieur. Mais là, c'est une autre question. Est-ce que c'est risqué ou non? Bien, ça dépend un peu de vous êtes exposé à quoi. Si vous êtes une infirmière dans les soins intensifs puis que c'est plein de patients avec la COVID, bien, c'est peut-être pas une bonne idée si vous êtes immunosupprimé. Moi, je vous dirais d'être réaffecté, faire du travail de la maison, peut-être par téléphone, etc. De l'autre côté, donc, essayez vraiment de limiter le plus les expositions au virus. Continuez à prendre vos médicaments, vos prescriptions comme vous le savez, comme vous avez pour votre condition.
essayez de faire de l'exercice, essayez de faire de l'exercice dans la maison. Vous pouvez aller prendre des marches dehors. Vous avez juste à garder vos distances avec les gens, puis de vous laver les mains vraiment comme il faut quand vous revenez. Puis c'est vraiment juste ça. Mais vous pouvez aller à l'extérieur, seul, aller marcher, etc., ou faire des exercices à la maison. Ça, c'est vraiment recommandé parce que on est tous un peu plus sédentaires là, maintenant qu'on est à la maison. Hein? Et essayez de vous occuper, puis appeler les gens que vous aimez par téléphone, par Skype, etc. Essayez vraiment de vous isoler physiquement, mais pas vraiment socialement. Essayez de vraiment garder le contact pour pouvoir passer à travers tout ça sans être trop isolé puis trop triste. C'est vraiment important de garder les liens. Prochaine diapo. Donc, encore, que devrais-je faire pendant que je suis à la maison? Parler à vos amis, limiter vos expositions aux autres, écouter les conseils de votre agence de santé publique. Donc, je pense que c'est important, là, ces temps-ci, de se tenir au courant, d'écouter les nouvelles, de lire les sites web, regarder le site web du gouvernement du Québec, etc. Donc, continuez ça très bien. Vous pouvez toujours aller sur le site de la Société d'arthrite. Ces gens-là sont extraordinaires. Ils essaient de se tenir au courant de ce qui se passe, puis ils essaient vraiment de s'assurer que les choses vont bien pour les patients canadiens avec de l'arthrite et des conditions auto-immunitaires. Donc, continuez à faire ça. Prochaine diapo. Donc, ça, faire face au stress. Donc, oui, il y a des sites web, justement, comme je vous disais, essayez de limiter votre stress et tout ça. Donc, il y a des sites web, dont celui-ci, que vous pourrez voir, où vous pouvez vraiment avoir des trucs puis des choses pour essayer de garder le moral dans cette situation un peu difficile où on doit rester à la maison, etc. Prochaine diapo. Donc, ça, c'est une série de sites web. Je ne vais pas vous les lire, là, mais je trouvais ça important que, vu que j'en ai parlé, que vous ayez accès à ça, puis vous allez pouvoir aller les regarder, voir ceux que vous aimez, puis vous pouvez les consulter un peu plus régulièrement, ceux que vous aimez, là, pour avoir de l'information à date, puis voir s'il y a des changements. Prochaine diapo. Donc, c'est pas mal la fin des questions. Là. J'ai fait plusieurs des questions déjà dans la présentation, mais on a reçu là, au-dessus de 100 questions. Il y en a plusieurs qui se ressemblaient un peu. On a essayé de répondre aux principales, mais s'il reste un peu de temps, moi, ça me fait plaisir d'essayer de répondre à quelques questions supplémentaires. Là. Mais vraiment, le message, c'est le même pour tout le monde. Donc, de rester à la maison, de se laver les mains, de ne pas s'approcher des gens à moins de 2 mètres. Essayez de rester en santé, prenez vos médicaments, soyez actifs, mangez bien et ça devrait bien aller. Mais merci beaucoup, Dr. Pinault. Comme vous l'avez dit, on a reçu énormément de questions. Vous avez répondu déjà à plusieurs de ces questions-là, mais il y en a quelques-unes qui sont restées en suspens. Je pense qu'on pourrait peut-être, avec votre accord, prendre quelques minutes là, pour essayer d'y répondre. Malheureusement, on ne pourra pas toutes répondre aux questions aujourd'hui, mais on va essayer de faire notre mieux pour répondre aux principales questions. Ça me fait plaisir. Une question peut-être qui est restée en suspens. Qu'est-ce que je fais si je souffre d'arthrite puis je suis testé positif de la COVID-19? Donc, ça dépend un peu des médicaments que vous prenez. Si vous prenez des immunosuppresseurs, le méthotrexate biologique, etc., moi, je vous recommande de parler à votre rhumatologue ou au moins à votre médecin de famille pour avoir des conseils à quoi faire avec ces médicaments-là. Mais si ce n'est pas des médicaments, si vous ne prenez pas de médicaments, par exemple, ben, avoir l'arthrite n'aura pas de conséquences négatives là, sur l'infection. La condition médicale elle-même n'a pas d'effet significatif. Il y a quand même des exceptions. Si quelqu'un, par exemple,
Il y a des gens qui ont de l'arthrite rhumatoïde, qui ont des problèmes pulmonaires reliés à leur arthrite rhumatoïde. Mais là, c'est peut-être un peu plus risqué pour des gens comme ça, qui ont les poumons déjà endommagés. Mais sinon, en général, l'arthrite n'augmente pas le risque de problèmes reliés à l'infection. Vous êtes un grand expert du lupus. Est-ce que la COVID-19 peut aggraver la maladie du lupus? Quand les gens me disent ça, je dis je mesure 5 pieds 11. C'est ça. Mais non, en fait, c'est certain qu'il y a quand même, à chaque fois qu'un patient qui a lupus a une infection, il y a un petit risque que son lupus se réactive un peu. En général, ce n'est pas des problèmes très sérieux, mais c'est quand même possible. Mais ça, la plupart de mes patients, ils connaissent leur lupus, ils savent un peu qu'est-ce qui se passe. Certainement, si vous pensez que votre lupus est réactivé, bien, appelez-nous, appelez votre rhumatologue pour qu'on voit qu'est-ce qu'on peut faire pour ça. Maintenant, pour ce qui est du risque relié au virus lui-même, encore une fois, il n'y a pas plus de risque pour un patient lupique relié au virus, à part, comme je vous dis, là, les médicaments que vous prenez. Ça pourrait augmenter le risque, les immunosuppresseurs, mais pas la maladie comme telle. On a parlé quand même beaucoup du Plaquenil, mais peut-être une question qui reste en suspens. Est-ce que de prendre du Plaquenil, ça peut nous protéger contre la COVID-19? Bien, ça, on ne le sait pas, en fait. C'est une des questions scientifiques présentement qui est regardée. Justement, quand on va accumuler les données dans le projet de recherche que j'ai mentionné au niveau international, on va regarder, puis là, on va voir est-ce que le pourcentage d'infection chez les patients qui prenaient du Plaquenil est le même ou plus bas. On va pouvoir répondre à ça. Il y a certaines études faites aussi autour du monde à certains endroits où on regarde chez des patients qui sont à très haut risque, est-ce que le Plaquenil préviendrait l'infection? Par exemple, chez des gens de la famille ou des médecins qui ont été en contact très, très étroit avec des patients positifs. Bien, ces gens-là qui ont un risque élevé d'attraper la maladie sont entrés dans un protocole de recherche où ils prennent le Plaquenil ou du placebo pour voir si ça fait une différence, si ça va prévenir. Mais jusqu'à ce qu'on ait des résultats de ces recherches-là, mais on ne le sait pas vraiment. Il n'y a personne au Québec, au Canada, il n'y a pas de médecin ou personne qui suggère de donner du Plaquenil pour prévenir les infections. Il n'y a personne qui suggère même de donner du Plaquenil à des gens qui ont des symptômes très faibles, qui sont à la maison, qui ont des symptômes respiratoires pas trop sévères. Aucun de ces gens-là prennent de Plaquenil. On ne leur donne pas de Plaquenil pour traiter leur COVID-19. Les seuls gens à l'occasion qui vont recevoir du Plaquenil pour traiter la COVID-19, bien, on parle de gens qui sont sur un respirateur intubé, ils ont un tube là, qui les fait respirer parce que leurs poumons ne fonctionnent pas, puis ils sont vraiment très malades, puis c'est comme des cas de vie ou de mort, là. Donc, ces patients-là, il y a des protocoles pour leur donner du Plaquenil pour essayer de les sauver. Mais c'est vraiment dans des situations extrêmes comme ça où c'est utilisé présentement dans les hôpitaux. Merci. On essaie de regrouper les questions aussi parce qu'il y a plusieurs catégories. La question de l'arthrite et le travail en ce temps-ci, je pense que c'est une question que nous, on s'est fait poser beaucoup depuis les dernières semaines. Une personne immunosupprimée présentement, est-ce qu'elle doit rester au travail, qu'elle soit dans une situation à risque ou non? Donc, ça, j'en ai parlé un petit peu tantôt. Donc, moi, ce que je suggère à mes patients, puis encore une fois, comme je disais, je n'ai pas la vérité absolue. Il y a des gens qui font les choses un petit peu différemment. Je peux vous donner mon opinion. Ça vaut ce que ça vaut. Mais moi, ce que je dis à mes patients, c'est mes patients qui sont sur immunosuppresseurs, je leur conseille de rester à la maison puis de faire le travail à la maison. Puis s'il n'y a pas moyen de faire le travail à la maison, bien, je leur donne les documents qu'il faut
pour qu'ils puissent rester à la maison de façon préventive. Moi, je trouve que c'est plus prudent comme ça. D'un autre côté, quelqu'un qui a une maladie rhumatologique, si ça n'affecte pas ses poumons, puis que la personne est en bonne santé en général, puis qu'elle ne prend pas d'immunosuppresseurs, bien là, je dirais que le risque n'est pas nécessairement plus élevé. Puis à ce moment-là, ce serait correct d'aller travailler. Mais tu sais, ça change à tous les jours. Présentement, la situation au Québec, pour tout le monde, maladie rhumatologique ou non, c'est d'essayer le plus possible, à moins qu'on offre des services essentiels, vraiment de rester à la maison, tout le monde. Pour les proches aidants de personnes atteintes d'arthrite présentement, ce serait quoi les meilleures précautions à prendre? Parce que ces gens-là sont peut-être travailleurs de la santé, sont en contact avec des gens, mais ce serait quoi les meilleures précautions là, si je vis avec une personne immunosupprimée, là, puis que je dois malheureusement aller travailler aujourd'hui? Là? Mm. Bien, c'est ça, il y a des situations difficiles, puis on reste dans les mêmes maisons, puis on n'a pas toutes... tu sais, moi, j'ai une salle de bain chez nous, j'en ai pas 8, là. Fait que c'est des situations difficiles, puis il faut qu'on essaie de trouver des trucs. Moi, je dirais, pour une situation comme ça, bien, c'est d'utiliser les mêmes conseils qu'on donne en général. Donc, la personne qui va travailler quand elle revient, bien, de se laver les mains comme il faut. S'il était vraiment dans un environnement, si c'est quelqu'un qui travaille dans un milieu, disons, à un étage où on admet tous les patients avec la COVID-19, puis il y en a partout, bien, cette personne-là devrait faire évidemment encore plus attention, arriver à la maison, se changer, prendre sa douche, laver les mains, s'assurer que tout est correct, laver son linge. Donc, il faut vraiment prendre des précautions, mais c'est un peu dépendant là, aussi de l'occupation. Je vous ai donné un exemple extrême, quelqu'un qui travaille vraiment avec les patients qui sont infectés. De notre côté, si vous travaillez dans un restaurant ou à l'épicerie, puis déjà, vous faites très attention, vous lavez les mains tout le temps, exactement, puis prenez les précautions. Mais là, c'est la même chose, arrivez à la maison, vous lavez les mains et tout. Moi, je pourrais vous dire, si vous voulez faire encore plus attention, bien, c'est peut-être mieux si vous êtes immunosupprimé puis votre chum travaille dans un endroit où il est très exposé, mais c'est peut-être raisonnable de garder une certaine distance sociale entre vous dans la maison. C'est difficile, là, ça, mais ça pourrait être quelque chose là, qui pourrait être considéré à ce moment-là. Moi, je le fais avec mes enfants. C'est sûr que c'est deux gars adolescents, ils ne veulent pas s'approcher de leur père de toute façon, là. Mais tu sais, on garde nos distances, puis on n'est pas assis à nos places habituelles à la table. On s'est mis aux quatre coins de la table, puis je me lave quand j'arrive, je change mon linge, puis tout ça, même s'ils ne sont pas immunosupprimés. Donc, je pense que c'est des conseils de base, là, faire attention, puis normalement, avec ces choses-là, vu que c'est transmis par gouttelette, il ne devrait pas avoir de risque si on prend ces précautions-là. Au niveau de la médication, on a beaucoup de questions aussi sur est-ce qu'on va manquer de médicaments? Est-ce qu'on va avoir assez de médicaments pour survenir à nos besoins? Particulièrement, on nous pose des questions sur l'Humira présentement. Je n'ai pas entendu parler de problème avec l'Humira. C'est certain qu'en général, si on parle des médicaments, mais il y a beaucoup des manufacturiers de médicaments qui sont en Europe, en Asie, et ces gens-là sont touchés par la pandémie. C'est très possible qu'il y ait des manufactures, si vous voulez, là, de médicaments qui ne fonctionnent pas à capacité et qu'il y ait moins de médicaments. En fait, ça, c'est un des problèmes qui est arrivé avec l'hydroxychloroquine. C'est une des grosses raisons pour lesquelles l'INES et les pharmaciens gardent le Plaquenil pour ce qu'ils considèrent être les personnes plus essentielles. Donc, une de ces raisons-là, c'est justement que le manufacturier principal qui nous achemine le Plaquenil est en Inde, puis le manufacturier n'est pas capable de produire à pleine capacité présentement. Donc, je ne peux pas vraiment répondre pour tous les médicaments. Je peux juste vous dire que c'est possible. Si ça arrive, c'est à cause de ça. Et je pense que tout le monde essaye et espère que ça aille bien.
Puis encore une fois, je me répète, mais si vous avez de la misère à obtenir votre médicament, qu'il n'y en a plus, qu'il y a quoi que ce soit, bien, encore une fois, parlez-en à votre rhumatologue, puis ils vont essayer de trouver des solutions avec vous là, pour essayer de régler ça. Peut-être une dernière question. Que pensez-vous des recherches du Dr Tardy de l'Institut de cardiologie de Montréal qui parle, est-ce que c'est vrai qu'une deuxième exposition au COVID-19 peut être pire et puis pourrait occasionner des réactions sur le système immunitaire? On a entendu parler beaucoup de ces recherches-là. Avez-vous une opinion là-dessus? Ouais, je ne pense pas qu'il y a assez de données présentement. Il y a beaucoup de données qui montrent qu'une fois qu'on a eu l'infection, on a une certaine immunité à l'infection. Nous, par exemple, à l'hôpital, les travailleurs de la santé qui sont infectés par la COVID-19, on est moins inquiet pour eux après. Puis souvent, ces gens-là vont être réaffectés sur des étages où il y a plus de COVID-19 parce qu'ils ont une protection immunitaire. C'est sûr que ces gens-là se protègent quand même. Ils mettent les jaquettes, les masques, les gants, etc. pour se protéger, mais il semble qu'il y a une certaine protection. Donc, je ne sais pas, en ce moment, comme je vous dis, c'est très tôt parce que c'est une nouvelle maladie. Il n'y a pas eu énormément de recherches de fait encore sur ça. Mais on peut quand même se baser sur d'autres expériences avec d'autres virus, avec le SRAS, qui est un coronavirus également. Il n'y avait pas ce phénomène-là vraiment avec différents virus d'influenza, puis le H1N1. On ne voyait pas vraiment ce type de réaction-là avec ces virus-là. Merci beaucoup, Dr Pinault. Malheureusement, on arrive au bout du temps qui nous est consacré, qui nous est alloué ce soir. Merci de nous avoir fourni tous ces renseignements importants qui aideront les Canadiens atteints d'arthrite à surmonter les difficultés que pose la COVID-19. J'aimerais juste revenir quelques instants sur nos conversations avec l'INES. Donc, vendredi dernier, l'INES a émis des directives pour un protocole médical afin d'encadrer temporairement l'utilisation de l'hydroxychloroquine et de la chloroquine chez les patients atteints de maladies chroniques. Ces directives ont été prises par un comité d'experts incluant l'Association des médecins rhumatologues du Québec, le Collège des médecins et l'Ordre des pharmaciens, entre autres. Cette décision n'a pas été prise par plaisir et répondait à une situation urgente suivant une baisse des réserves imprévues dans les pharmacies communautaires. Ces médicaments ne sont pas réquisitionnés ni pour la COVID-19 ni pour la recherche. Ma collègue Diane de Bonville ainsi que moi-même, nous nous sommes entretenus aujourd'hui avec la directrice de l'INES. Elle comprend les précautions des patients. La situation est étroitement surveillée et ils prennent des mesures quotidiennes pour rétablir l'approvisionnement dès que possible. Soyez certains que nous continuons de suivre cette situation de très près. Nous communiquons aussi avec le ministre fédéral de la Santé et Santé Canada pour les encourager fortement à travailler avec l'industrie, l'Association canadienne de rhumatologie et les patients pour s'assurer que les patients ont accès à leurs médicaments. Si nous n'avons malheureusement pas répondu à toutes vos questions, je vous invite à consulter la page web de la Société de l'arthrite sur la COVID-19 à arthrite.ca/COVID-19. Nous nous efforçons de publier le plus d'informations possible sur cette page dans les jours à venir. L'enregistrement de ce webinaire sera également disponible sur cette page dès cette fin de semaine. La vidéo ainsi que les diapositives de la présentation seront également envoyées par courriel à tous les participants inscrits. Nous aimerions maintenant prendre quelques instants pour recueillir vos commentaires sur l'exposé d'aujourd'hui. Ceux d'entre vous qui utilisent un ordinateur portable ou de bureau verront 2 questions de sondage apparaître à l'écran, auxquelles nous vous demandons de répondre par oui ou par non, selon la réponse qui reflète le mieux vos pensées. Première question. Les renseignements présentés dans le webinaire d'aujourd'hui vous sont-ils utiles? Deuxième question. Est-ce que vous vous inscririez de nouveau à un webinaire de ce genre?
Sachez que si vous n'êtes pas en mesure d'accéder aux questions du sondage, nous vous enverrons une évaluation avec la vidéo, de sorte que vous aurez l'occasion de nous donner votre avis à ce moment-là. Les initiatives comme celle-ci représentent un coût important pour la Société de l'arthrite. Alors, si vous avez trouvé l'information d'aujourd'hui utile, nous serions heureux de recevoir votre appui pour poursuivre nos efforts. Si vous avez les moyens de le faire, nous vous serions reconnaissants de visiter arthrite.ca pour faire un don. Et n'oubliez pas qu'il y a d'excellentes informations disponibles en tout temps sur notre site Web pour vous aider. Nous offrons des outils, des conseils, des modules d'apprentissage et du contenu varié, et vous pouvez consulter toutes ces ressources du confort de votre maison. Merci encore une fois à notre expert, le Dr Christian Pinault, et merci à vous tous d'être parmi nous aujourd'hui. La situation relative à la COVID-19 évolue rapidement, mais notre engagement vers les Canadiens arthritiques, lui, ne change pas. Cela conclut donc notre édition spéciale Conversation sur l'arthrite, la COVID-19 et vous. Au nom de la Société de l'arthrite, en mon nom personnel et au nom de Dr Pinault, je vous remercie beaucoup de vous être joints à nous et, s'il vous plaît, prenez soin de vous.